Crier sur France Culture, deuxième partie de notre émission, et retour de voyage. C'est une manière de se déplacer que de consigner les poèmes tombant très naturellement de la main dans un carnet, poèmes et autres notes d'ailleurs sur le bateau que l'on prend, l'avion que l'on prend, le visage que l'on caresse du plus près ou du plus loin, le pays que l'on traverse, Alger, Beyrouth, Damas, Le Caire, Jérusalem, Naplouse, Bagdad, poésie. Ce sont des mots qui ont quelques années et qui arrivent à nous par le transport fragile et incertain d'une barque de pêcheurs. Ces quelques années, elles sont immenses et le tremblement que connut et connaît encore le monde arabe les agrandit davantage. Alors on a le sentiment qu'ils reviennent d'encore plus loin. Francis Combes, La barque du pêcheur, c'est le titre du recueil que vous publiez aux éditions Almanar. Vous écrivez, mais vous êtes aussi le cofondateur en 1993 de la maison d'édition Le Temps des Cerises, que vous dirigez toujours. Bonjour. Bonjour. Le recueil porte donc le titre La barque du pêcheur. Il en évoque plusieurs, des barques. Est-ce qu'il y en a une dont vous gardez un souvenir précis que vous pourriez nous décrire ? Avant d'être une métaphore, la barque dont je parle est une barque réelle sur laquelle, pendant un mois d'été, j'avais tous les jours été pêcher en compagnie du romancier, du grand écrivain algérien de langue arabe, Tar Ouettar, au large de Tipaza. Une barque toute simple, avec un moteur de 9 chevaux, et qui nous permettait de puiser dans la mer, par l'effort d'un filet que nous tirions, et ce qui n'est pas facile, des rougets, des poissons volants, des cigales de mer, que nous rapportions au village et que l'on partageait avec les gens. Ça ressemble à quoi une cigale de mer ? C'est une sorte de gros crustacé. Du balcon de ma chambre, à l'hôtel Albert Ier, je regarde le port à 5 heures du matin. Tout est rose, bleu pâle et gris, comme en lévitation. Sur la mer, c'est l'heure la plus calme. Les pigeons d'Alger, par grandes laisses, comme s'ils jaillissaient du sac invisible d'une semeuse, aux mains de vent, viennent se poser à quelques mètres de moi, entre les coupoles, sur le toit de la grande poste. C'est l'heure des rêveries, la petite aube de la 1000e nuit. Sur le rebord de ma fenêtre, contre le volet de bois bleu décoloré par le soleil, un djinn s'est perché. Accroupi au coin de la balustrade, il tire sur une cigarette très fine. Il a des mains de paysan. Personne ne le remarque, mais je vois distinctement qu'il se moque de l'étranger volant sur son tapis persan. Je ne sais pas si c'est vous, l'étranger volant sur le tapis persan. Bien, oui. Il y a possibilité que ce soit vous. Vous commencez par Alger. Nombreux sont les villes que vous traverserez ensuite grâce à ce recueil. Est-ce que c'est un choix qui tient simplement à la chronologie ou est-ce que c'est parce que cette ville a votre préférence ? Il tient d'abord à la chronologie parce que dans les années 80, j'ai souvent été à Alger. J'avais à l'époque beaucoup de contacts avec des écrivains algériens, certains qui sont morts. Par exemple, le poète Tarjaout, qui a été la première victime de la vague d'assassinat des intellectuels. Un autre poète moins connu ici, Youssef Septi, qui était aussi un sociologue, et sociologue marxiste, un poète surréaliste. J'avais d'ailleurs fait la connaissance de ces deux hommes chez cet écrivain Tar Ouettar. Leurs chemins ensuite ont divergé, mais la vie est comme ça. C'est chez lui que j'avais fait cette rencontre et que s'était scellée cette amitié. Et bon, l'Algérie, évidemment, c'est beaucoup de choses pour nous. Moi, je n'ai aucune nostalgie coloniale, ni mon histoire personnelle, ni l'histoire de ma famille ne me rattache à l'Algérie. C'est un pays que j'ai découvert. J'ai découvert une sorte de fraternité humaine, un pays profondément attachant. Et je suis content de commencer, que le livre commence par l'évocation de l'Algérie. En plus, actuellement, on parle beaucoup de la fin de la guerre d'Algérie. C'est une histoire qui n'est pas finie. Et surtout une mémoire qui n'est peut-être pas terminée d'être explorée et évoquée. Je le disais, nombre de villes et nombre de pays sont traversés dans ce recueil. Quels étaient les prétextes à ces voyages ? En fait, la plupart des voyages n'avaient pas des raisons de caractère touristique. C'était des voyages littéraires, souvent, parfois des voyages politiques. Et tous les poèmes, on peut dire que ce sont des poèmes de circonstance. Vous savez, il y a un peu deux sortes de poètes. Il y a ceux qui sont inspirés par les mots et ceux qui sont plutôt inspirés par la vie. J'appartiens plutôt à cette deuxième catégorie, ce qui ne veut pas dire qu'on puisse être indifférent aux mots, bien sûr.
Et donc, il y a à chaque fois des raisons précises. Par exemple, pour l'Irak, je pourrais évoquer les raisons qui m'ont conduit à écrire le poème que j'ai écrit. Qui est un poème qui se passe dans un avion, une sorte de note sur un vol de Bagdad. Quelles étaient les circonstances ? C'était en l'an 2000, avec un groupe d'une centaine d'intellectuels et d'artistes français. Nous avions organisé une opération de violation de l'embargo aérien qui avait été décrété par l'OTAN et les Américains. À l'époque, ma femme était secrétaire générale d'une association qui se battait contre les embargos, pas du tout pour soutenir Saddam Hussein, mais pour dénoncer le fait que la population civile était la première victime. Il y a eu des centaines de milliers de morts du fait de l'embargo. Et donc, nous avons violé la no-fly zone pour aller atterrir à Bagdad et rencontrer les gens, les intellectuels. Et on a voulu témoigner. C'était un petit peu avant la deuxième guerre du Golfe. Ce poème-là, on a la sensation qu'il est écrit dans l'avion, au moment même où vous franchissez cette zone interdite. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est simplement la force des mots qui témoigne de ce moment vécu ? Ça, la force des mots, je vous laisse la responsabilité de cette formule, je ne sais pas. En tout cas, la plupart des poèmes sont souvent écrits à chaud, des notes que je remplis dans des carnets, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, la poésie est quand même une façon de prendre note du monde dans lequel nous vivons. On vit dans un maelstrom d'images, d'informations, et le poème essaye de retenir ce qui est fugitif. C'est une façon sensible de nous inscrire dans le monde. C'est une sorte de conscience qu'on essaie d'avoir, conscience sensible de l'état du monde. Je dirais volontiers que pour moi, la poésie, c'est le sentiment du monde. Voilà. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites ça ? Je veux dire que c'est à la fois, c'est en tout cas mon idée personnelle, mon idéal de la poésie, c'est la plus haute conscience de l'état du monde. Ce qui est à la fois quelque chose qui mobilise la raison, mais aussi l'irraison en quelque sorte, c'est-à-dire les sentiments, les émotions, et qui se trouvent réunis dans le poème. L'impression et l'analyse vont de pair dans le poème. Est-ce que c'est pour cela que se côtoient dans ce recueil des registres aussi différents que un vocabulaire extrêmement pragmatique et un vocabulaire extrêmement lyrique, ou parfois des considérations politiques, des considérations culturelles ? Est-ce que c'est parce que justement ça embrasse à la fois la conscience et à la fois l'hypersensibilité ? La vie est faite de tout ça et peut-être que le poème est le lieu où on peut réunifier les morceaux éparpillés du puzzle de notre vie. Longtemps, on a pensé que la sensibilité allait son chemin, la raison allait le sien. On voit aujourd'hui à quoi ça aboutit. Une raison pratique, technologique, rationnelle qui ignorerait la sensibilité, ou une sensibilité qui ignorerait la raison, aboutissent à des monstres. Et donc, peut-être que la tâche du poème est de réunifier l'être humain et le monde. Alain Goriot, sur la 4e de couverture, parle de poèmes de voyage, faisant référence à une tradition quasiment de poèmes de reportage. Est-ce que, d'une part, vous êtes d'accord, et comment est-ce que vous définiriez ce genre-là ? Oui, je suis bien d'accord avec ce qu'il dit, ce qu'il écrit. C'est vrai que Mallarmé avait exprimé un certain mépris à l'égard de ce qu'il appelait l'universel reportage. Moi, je m'inscris plutôt dans une tradition du poème reportage qui a de nombreux représentants tout à fait illustres, de Blaise Cendrars à Allen Ginsberg, en passant par Vladimir Maïakovski, qui fait le tour du monde. Mais je crois que ce qui caractérise ce genre, puisqu'on peut dire que c'est un genre finalement, c'est que le poème est cette espèce de tentative de contenir le monde en quelques mots. Pour moi, un bon poème, c'est un objet que l'on offre à tout le monde, et un objet qui contient le monde et qui l'ouvre en même temps. Non seulement qui dit le réel du monde, mais aussi son rêve possible. Vous parlez de Ginsberg et de Maïakovski. Oui. Est-ce que ce sont des auteurs que vous emmenez en voyage ? Absolument. Par exemple, quand j'étais en Algérie, j'avais 2 livres avec moi, un livre de Ginsberg et un de Pasolini. Maïakovski, il m'accompagne depuis que j'ai à peu près 14 ans. Et je crois qu'il va continuer à m'accompagner longtemps parce qu'il a ouvert en grand la maison de la poésie. Il a fait souffler le vent de la rue et il a révolutionné la poésie, tout simplement, et pas simplement la poésie russe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que d'avoir des poèmes avec soi en voyage ?
Quelle est la nature de votre fréquentation ? Bon, écoutez, moi j'ai besoin de lire des poèmes quotidiennement. C'est une parole fraternelle qui s'échange. Évidemment, les poètes meurent comme tout le monde, mais leur parole reste chaude. Et c'est une compagnie fraternelle qui élève, qui éduque. Là, j'étais il y a quelques jours à l'étranger avec un livre absolument magnifique de Yanis Ritsos. Et ça ouvrait des portes sur l'infini du monde, sur ses possibilités, sur le drame humain, mais aussi sur la beauté de l'être humain. Hein, voilà. C'était la Symphonie du Printemps ? Non, c'était pas celui-ci, c'était un livre plus ancien. Mais c'était un beau livre aussi, la Symphonie du Printemps, bien sûr. Il se trouve que j'ai connu Yanis Ritsos et que j'ai eu la joie de publier dans les éditions Le Temps des Cerises son dernier livre en vérité, qui s'appelle Tard, bien tard dans la nuit, qui est un chef-d'œuvre. Voilà. Est-ce que c'est capable de rompre la solitude dans laquelle on se trouve parfois en voyage ? La fréquentation de la poésie, ou la lecture de façon plus générale ? Moi, je ne ressens pas beaucoup la solitude, Ah bon ? je dois dire. Non, je ne suis pas sujet à ce genre de neurasthénie, pas d'habitude. Mais il n'y a pas que mauvaise solitude. Bien sûr. Oh, il y a une solitude nécessaire. D'ailleurs, c'est vrai qu'on vit dans un monde où il faudrait réclamer de temps en temps le droit à la solitude, le droit au silence, par exemple, le droit tout simplement à la réflexion, à la méditation. Ça, le voyage peut le procurer, souvent. Hein. En tout cas, c'est un moyen de rester en contact avec la langue. Par exemple, c'est vrai que quand je suis parti à Beyrouth, j'avais emporté avec moi un grand poème d'Aragon, Elsa, et puis un choix des troubadours. Et me trouvant avec les troubadours et Elsa Triolet et Aragon à Beyrouth, c'est tout naturellement que ça m'a plongé dans une grande réflexion, un grand fleuve de réflexion sur la poésie amoureuse, les troubadours, l'amour de loin, tout un chant qui nous vient du XIIe siècle et qui n'est pas fini. Nombreuses sont les villes que vous traversez et vous évoquez Beyrouth. Plusieurs villes vous laissent admiratif, presque amoureux. Je pense à la familiarité avec laquelle vous évoquez Alger. Cependant, Beyrouth semble vous laisser sans voix, quasiment sans mots. Pourquoi ? C'est vrai que j'ai ressenti à Beyrouth une impression très, très ambiguë, très trouble, à la fois d'une très grande douceur, mais on a l'impression que sous chaque tapis se cache du sang. Cette ville reste très marquée par la guerre civile. Et pas simplement la guerre civile, mais la reconstruction qui a suivi, qui me donnait l'impression d'avoir fait peut-être autant, sinon plus de dégâts que la guerre elle-même. Il y a un quartier au centre de Beyrouth qui s'appelle Solidaire. Il porte bien mal son nom, car c'est un quartier qui est vide comme un tableau de Chirico. C'est un quartier pour riches, déserté d'habitants. Et Beyrouth est cette ville étrange où se côtoient ce quartier-là, par exemple, mais aussi les camps de Sabra et Shatila, où sont entassés les Palestiniens. Et évidemment, j'ai été visiter ces camps qui laissent dans notre mémoire à tous un souvenir terrible. Hein. C'est à la fois... vous savez, Beyrouth, c'est un peu comme cette boisson qu'aiment les Libanais, qui est le café blanc. C'est de l'eau parfumée de fleurs d'oranger, ça n'a rien à voir avec du café. C'est une boisson assez frelatée, pour dire la vérité, et en même temps, elle est très attachante. Voilà. C'est un lieu de contradiction, Beyrouth. Ça veut dire que votre poésie ne peut pas faire, ou en tout cas a plus de mal à faire avec la violence et la contradiction que contient une ville comme Beyrouth ? En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, je suis bien conscient quand je voyage et quand j'écris que je ne suis pas un spécialiste de ces pays, je ne suis pas un historien, je ne parle pas la langue arabe, par exemple. Et le poème n'est qu'une approche impressionniste du monde. Mais souvent, l'impression qui s'impose à vous dit quelque chose de vrai, quelque chose de profond et qu'il faut saisir dans le poème. Hein. C'est des poèmes de l'instant, ce sont des poèmes de l'instant, mais ils reviennent des années 90, vous l'avez dit, même des années 80 pour certains, il me semble. Comment est-ce que vous les relisez aujourd'hui ? Pour les avoir relus, j'ai quand même considéré qu'ils avaient tenu le temps. Hein. Vous savez, finalement, quand même, l'intérêt de la poésie, c'est qu'elle est écrite dans l'instant,
c'est en effet souvent le résultat d'une sensation fugitive, mais normalement, si le poème est bon, il doit survivre à ses circonstances. La poésie de circonstance doit survivre aux circonstances de la poésie. Bon, c'est au lecteur d'en juger. Non, mais je veux dire, est-ce que par exemple, ils gardent l'impression, ils transmettent l'impression que vous avez eue au moment où vous avez Il y a des choses qui ont bien écrit. changé, évidemment, en particulier dans les derniers mois avec ce que l'on a appelé le printemps arabe. Par exemple, j'ai été en Syrie, Damas que je décris dans un long poème qui est un dialogue avec un poète arabe, un dialogue un peu complexe avec ce poète. Le Damas d'aujourd'hui, sans doute, ne ressemble pas à celui que j'ai vu à ce moment. Et j'ai d'ailleurs été conduit à réécrire un poème dans les circonstances de la révolution et de la répression qui, depuis 17 mois, marquent ce pays. Et dont on parlera tout à l'heure. Ouais. حكمتك في مهجتي فارفق بها فارفق بها فارفق بها فارفق بها يفديك من حكمك. Je pense à toi, restée à Paris, madame qui combat dans la quintaine des jours ouvrés. Mon amour, ma si proche et ma lointaine, mon pays familier et ma frontière, mon chemin coutumier et mon infranchissable. Toujours, nous aimons l'amour du plus loin. L'ailleurs nous attire et nous fait grandir. Nos branches se tendent vers lui et peuvent passer par-dessus le mur. Mais toujours, nous restons attachés par nos racines au bout de jardin où notre arbre a poussé. Son humus nous fait vivre,
Et c'est là où nous sommes plantés que nous apprenons à boire le soleil et à pousser droit. Nous sommes châtaigniers et bougainvillés. Francis Combes, je vous ai demandé de venir avec votre livre. Bon, ça va, c'était pas très compliqué, mais de venir avec quelques lectures qui vous tenaient à cœur. Parmi ces lectures, vous avez choisi ce petit morceau où il n'est pas proprement question de parler de voyage ni de paysage, mais bien d'amour et du lien et de ce rapport à l'amour du loin, à entendre sous deux sens évidemment, à l'amour de loin, puisque c'est une femme que vous laissez à Paris, mais aussi l'attirance pour le voyage. Pourquoi est-ce que vous teniez tant à cet extrait-là ? Est-ce que la poésie parle d'autre chose que d'amour ? Je ne sais pas. J'ai des raisons personnelle et forte d'y tenir, mais aussi parce que ces voyages dans le monde arabe, et singulièrement le voyage à Beyrouth, fut pour moi l'occasion de beaucoup réfléchir à la poésie amoureuse. Et vous savez, par exemple, on raconte l'histoire de Geoffrey Rudel, ce troubadour qui s'était épris de la princesse de Tripoli sur la seule foi des portraits qu'en rapportèrent les pèlerins d'Antioche. Et il est parti, il s'est fait croiser, il est tombé malade au cours de la traversée, et paraît-il, il est mort dans les bras de sa belle dans le port de Tripoli, suite à quoi celle-ci s'est faite nonne. Bon, l'histoire est extraordinaire, sans doute un peu merveilleuse. Elle dit bien les contradictions aussi de nos rapports avec le monde arabe, les mêmes qui ont inventé, et pour une part rapporté du monde arabe, la grande poésie amoureuse des Arabes, se sont comportés comme des soudards et des rustres sur la terre arabe. C'est la fascination et l'ambiguïté des rapports de l'Occident et de l'Orient. Et un legs de pensée, de culture, de civilisation que nous n'avons pas fini de faire fructifier. Par exemple, cette idée de l'amour de loin, qui est une belle idée des troubadours, en particulier incarnée par la figure de Geoffrey Rudel. Comment l'interpréter ? Est-ce que c'est l'amour du lointain ? Est-ce que c'est l'amour de l'avenir, par exemple ? Est-ce que ça exclut l'amour du prochain ? Autant de questions. Est-ce que ça exclut l'amour de près ? L'amour de près, voilà, c'est bien le problème. Il faut, à mon avis, il faut conjuguer l'amour de près et l'amour de loin. C'est-à-dire qu'il faut que l'amour de près n'oublie pas non plus l'horizon de l'amour de loin. C'est-à-dire l'aspiration de l'humanité, des hommes et des femmes, à progresser, à se dépasser d'une certaine façon. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète. Il y a évidemment des gens qui l'interprètent d'une toute autre manière. Il y a même certains qui ont eu des interprétations religieuses de cette idée d'amour de loin, pensant qu'il s'agissait de l'amour de la Vierge Marie. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je crois que ce que les troubadours nous laissent plutôt, c'est que sortant, déposant leur armure de chevalier, ils ont rendu un culte à l'amour dont ils ont fait une déité, peut-être d'ailleurs avec excès. Ils ont mis la femme sur un piédestal. Nous vivons à une autre époque où il s'agit plutôt d'inventer la poésie amoureuse d'une époque où les hommes et les femmes devraient être égaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rendre un culte à l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il faut cesser de faire sa cour. Ça ne veut pas dire qu'il faut se comporter comme des soudards et monter à l'assaut du château fort. Il faut au contraire, je crois, cultiver cette patience amoureuse. Les poètes ont dit d'eux qu'ils ne changent pas le monde. C'est vrai que leurs armes paraissent bien dérisoires, et pourtant ils ont tellement contribué à civiliser notre sentiment amoureux, à faire de ce qui est un besoin naturel et humain un art de vivre finalement. Mais c'est ce que j'allais vous dire, est-ce que c'est la poésie d'amour qui est à réinventer, ou est-ce que c'est l'amour tout court qui est à réinventer ? Un certain poète avait dit qu'il fallait réinventer l'amour, ça reste toujours le programme, je crois. Vous faites un lien entre la rime, et là vous allez peut-être un peu plus techniquement, profondément dans l'affaire, dans un des poèmes, dans un des textes qui sont réunis ici. Vous faites un lien entre la rime et l'amour. C'est un lien qui évidemment est historiquement fait par de nombreux auteurs, par de nombreux poètes. Mais à quoi il tient, si on cherche à être un peu plus précis selon vous ? La rime, on peut évidemment considérer que c'est un bijou à 3 sous et qu'on peut la jeter par-dessus bord. Vous vous en passez de temps en temps ? Je m'en passe souvent. De temps en temps, j'y sacrifie. J'y sacrifie quand ça me paraît prendre du sens, quand la chanson s'impose à moi. Donc, pas de forcerie, pas de
pas de gymnastique verbale inutile. Mais je crois que la rime n'est pas simplement une façon de faire que les bouts de phrases se fassent écho. C'est une façon de faire que on rencontre des échos du monde, que le monde se fasse écho, que les mots se fassent écho, et donc les choses aussi derrière les mots. C'est une façon de marier, en fait, la rime, en effet. Et il y a beaucoup de façons de marier. Nous sommes habitués, nous, en France, à la rime croisée ou entrelacée, ou à la rime suivie, très bien. J'évoque le fait que dans la poésie arabe, il y a plein de poèmes monorimes. C'est plutôt ça, dans la poésie classique, en tout cas. Ce qui est une autre conception de l'amour rimé. Et puis que les troubadours, alors là, ils sont assez extraordinaires de ce point de vue, parce qu'eux étaient capables de faire rimer les strophes les unes avec les autres. C'est-à-dire que toutes les terminaisons des vers étaient différentes dans une strophe, mais on les retrouvait dans la strophe suivante. C'est des rimes complexes dont nous avons perdu le secret d'usage. Mais je constate avec intérêt que ce qui pourrait passer pour un vieux hocher de poète dépassé, on le retrouve aujourd'hui non seulement dans la chanson, mais dans des formes d'expression poétique chez des jeunes. Ils redécouvrent la rime. Alors parfois, ils redécouvrent Amour toujours. Quand on voit les rimes chez Apollinaire ou chez Aragon, on voit bien que les plus grands poètes français du XXe siècle ont su réinventer la rime. Ce qui n'est pas facile dans la poésie française. Et Amour toujours peut se réinventer. Et voilà, il faut toujours en tout cas réinventer l'amour. La majorité des poèmes ne sont pas adressés, mais nombre d'entre eux sont adressés. Est-ce que ça témoigne de votre façon de concevoir l'écriture comme un geste envers quelqu'un? Ils sont adressés, Absolument. Ils sont dédicacés. Pour moi, N'oubliez pas le micro. Vous êtes complètement loin du micro, voilà. Pour moi, écrire un poème, c'est comme faire la cuisine, par exemple, et inviter des amis à un repas. Écrire un poème, c'est non seulement se faire plaisir, sans doute, mais c'est surtout partager un plaisir. Et c'est vrai que beaucoup des poèmes que j'ai écrits ont des dédicataires précis. Je pense à l'écrivain algérien Tahar Ouettar, je pense au poète palestinien Hassan Zaktan, que j'avais rencontré à Ramallah, dans des circonstances assez dramatiques. Je pense à un autre poète de Gaza, qui s'appelle Ahmed Darbour. Enfin, et sans oublier aussi la femme que j'aime et qui ne m'a pas accompagné dans tous ces voyages, dans certains seulement. Est-ce qu'il y a des territoires qui vous ont laissé absolument incapables d'écrire, poème ou pas? Il y a des endroits où je suis passé trop peu de temps pour écrire, parce qu'il faut quand même s'imprégner un peu. Il y a des endroits où j'ai cru ne pas pouvoir écrire. Ce fut le cas à Beyrouth, par exemple. Et finalement, c'est peut-être là que j'ai le plus écrit. Donc, bon, tout ça est variable aussi bien que le RIP. On a commencé tout à l'heure par parler de la barque très concrète. Vous vous êtes blessé? Ça va, tout va bien. Tout va bien. La barque très concrète, cette barque qui vous emmenait au large de Tipaza pour aller pêcher puis manger du poisson. Il est évident que cette barque, c'est aussi un transport plus métaphorique qui réunit et qui englobe l'ensemble des textes qui sont proposés ici. C'est une métaphore qui dit quoi, au fond, cette barque du pêcheur? Sur cette barque, on pêchait, on tirait le filet, on buvait de la vodka aussi, pour dire la vérité. Et on composait des poèmes joyeusement en buvant de la vodka avec cet ami algérien. Mais c'est vrai que la barque peut être une métaphore. Le livre est une barque, le poème est une barque, mais c'est une métaphore qui n'a pas fini de voyager. Bon, métaphore, tout le monde le sait, en grec, ça veut dire justement moyen de transport. La barque en est une de métaphore. J'ai été, il y a quelques mois, très frappé par... Alors là, je vais dire quelque chose d'un peu politique et direct, par une intervention qu'a faite Madame Le Pen à Lampedusa, devant l'afflux des réfugiés tunisiens. Elle a eu le cran, d'une certaine façon, d'aller les voir et de leur dire carrément « je ne peux pas vous prendre dans ma barque parce qu'elle va couler ». Et je me suis dit, mais voilà, la vraie et la grande métaphore d'aujourd'hui, il faudrait réécrire la Nef des fous, en quelque sorte, parce que, contrairement à ce que dit cette dame, et contrairement à ce que pensent beaucoup de gens qui ne sont pas forcément de son parti et de sa chapelle, peut-être bien que nous sommes sur une seule barque, que le nord et le sud sont sur la même barque. Donc il ne s'agit pas de prendre les autres dans notre barque, il s'agit de voguer ensemble. Et je rêve d'écrire le poème qui répondra à ça. D'une certaine façon, est-ce que la multitude de textes qui sont réunis ici ne répondent pas à ça? Peut-être. Ça serait en tout cas
Si quelqu'un le trouve, j'en serais très heureux parce que c'est ce qui me préoccupe le plus. Je pense que l'espèce d'égoïsme et de solitude dans laquelle s'enferme l'Occident développé face à la montée de la misère du monde est suicidaire et que il n'y a pas d'autre solution que l'entraide, la solidarité, la coopération internationale en fait une vieille idée, mais qui est toujours très, très nouvelle, qui est l'idée d'internationalisme. Nous avons repris nos bonnes habitudes, on ne change pas une équipe qui gagne. À chaque jour, sa petite minute poétique, sortie ou non des temps classiques et lue par les comédiens de la Comédie Française. Cette semaine, nous réécoutons quelques œuvres de Saint-John Perse, choisies par Sophie Nolot, extrait du recueil Amer, paru en 1976. Est-ce que Saint-John Perse fait de temps en temps partie des ouvrages, des auteurs que vous emmenez en voyage, Francisco ? Oui, absolument. Évidemment, je le trouve parfois un peu grandiloquent, et c'est le genre noble. Moi, je suis plutôt du genre familier, mais c'est un formidable poète. Et il y a un souffle chez lui, un souffle humain que je ressens profondément. Moi, je me lasse pas, en tout cas, de relire et de lire et relire le discours qu'il prononce en 1960, au moment où il reçoit le prix Nobel de littérature, dont je livre ici un nouvel extrait. Vous remettrez tout dans l'ordre, je vous fais confiance. C'est donc Saint-John Perse, ouvrez les guillemets, en 1960. Au vrai, toute création de l'esprit est d'abord poétique au sens propre du mot, et dans l'équivalence des formes sensibles et spirituelles, une même fonction s'exerce initialement pour l'entreprise du savant et pour celle du poète. De la pensée discursive ou de l'ellipse poétique, qui va plus loin et deux plus loin ? Et de cette nuit originelle où tâtonnent deux aveugles nés, l'un équipé de l'outillage scientifique, l'autre assisté des seules figurations de l'intuition, qui donc plutôt remonte et plus chargé de brèves phosphorescences ? La réponse n'importe, le mystère est commun. Aujourd'hui, c'est un extrait du recueil Amer qui nous est lu par Marie-Sophie Ferdan. Je vous ferai pleurer, c'est trop de grâce parmi nous. Pleurer de grâce, non de peine, dit le chanteur du plus beau chant, et de ce pur émoi du cœur dont j'ignore la source, comme de ce pur instant de mer qui précède la brise. Parlait ainsi homme de mer, tenant propos d'homme de mer, louait ainsi, louant l'amour et le désir de mer, et vers la mer, de toutes parts, ce ruissellement encore des sources du plaisir. C'est une histoire que je dirai, c'est une histoire qu'on entendra, c'est une histoire que je dirai comme il convient qu'elle soit dite, et de telle grâce sera-t-elle dite qu'il faudra bien qu'on s'en réjouisse. Certes, une histoire qu'on veuille entendre, dans l'insouciance encore de la mort, et telle, en sa fraîcheur, au cœur de l'homme sans mémoire, qu'elle nous soit faveur nouvelle, et comme brise d'estuaire en vue des lampes de la terre. Et de ceux-là qui l'entendront, assis sous le grand arbre du chagrin, il en est peu qui ne se lèvent avec nous, et n'aillent, souriant, dans les fougères encore de l'enfance, et le déroulement des crosses de la mort. بعدك بتذكر يا وطا الدوار بتذكر حكايتنا ولدان بالايام كانوا صغار ينفوا عجيرتنا.
يبقوا يجوا قبل الظهر وسكوت عهالطريق وفايت يعمروا حد القنايب بيوت يلعبوا بالمي. Francis Combe, quelle bonne idée, c'est vous qui êtes venu avec la voix magnifique de Fayrouz, pourquoi? Je pense que on connaît mal finalement ici la musique et le trésor musical des peuples arabes, et c'est une occasion rare de l'écouter. Merci à vous donc. Moi j'y suis pas pour grand chose, c'est surtout vous. On disait tout à l'heure, ce sont des poèmes qui ont pour certains quelques années. Évidemment, le monde arabe a changé depuis, et surtout depuis quelques mois de façon assez radicale. Forcément, votre livre se termine sur l'évocation de l'actualité, notamment de la révolution syrienne. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous que d'actualiser en réalité les images que vous rapportiez de ces années lointaines? Parce que je suis ces événements comme tout le monde. Je me pose beaucoup de questions partagées entre l'intérêt, même l'enthousiasme suscité par l'espérance démocratique du printemps arabe, et puis les inquiétudes sur la tournure des événements. Le dernier poème s'appelle Post-Scriptum, au dialogue avec un poète arabe, et vous souhaitiez terminer par la lecture d'un extrait. La Syrie a pris la forme d'un cauchemar. À travers le brouillard du silence et des rumeurs, nous apercevons les ombres qui tombent sur le sol, comme une pluie de fantômes sur la terre, pendant que d'autres se terrent dans un palais. Il neige du sang sur le sol de la Syrie, et les longs flocons informes qui tombent dans les rues ou dans les cours des prisons portent des noms d'hommes et de femmes, et leur pays se noie dans une boue de sang. Où est passée l'idée ancienne de la nation arabe, progressiste et laïque? Elle s'est dissoute dans l'ombre des rues de la vieille ville. Du socialisme arabe ne reste-t-il que des policiers? Le livre s'est refermé et les pages se sont effacées. L'université et la bibliothèque sont partis pour l'exil. Le jasmin du poète a démissionné. La Syrie a pris la forme d'un cauchemar, mais tout un peuple qui se lève est dans son droit, et les États qui ne connaissent plus d'autre vocabulaire que celui des fusils deviennent muets. Sur l'échiquier du futur, ils perdront la partie, et leur pouvoir leur filera entre les doigts, comme le sable ou la poussière, car ils perdent les cœurs et les esprits. Avez-vous encore des liens? Avez-vous toujours des liens? Entretenez-vous des liens avec des poètes et des écrivains syriens en ce moment? Oui, avec des Palestiniens aussi, avec des Algériens. Il se trouve que depuis maintenant presque un an, je suis directeur d'un festival international de poésie, le Festival international de poésie du Val-de-Marne. Et mon activité de poète et maintenant d'animateur de ce festival me conduit à courir la terre pour rencontrer des poètes. J'étais à Medellín au début de l'été, et puis après j'étais en Grèce. Là, je reviens de Macédoine, parce que il y a dans le monde actuellement une vie poétique réelle, des manifestations, des rencontres, qui sont des rencontres, évidemment, qui ne font pas la une de la presse internationale, mais où se partagent le feu follet, la parole fraternelle de la poésie. Et je crois que c'est précieux pour les temps qui viennent. C'est un peu aussi de cela qu'atteste ce livre, La barque du pêcheur, qui réunit des textes passés par tous ces endroits, plus ou moins au sud, plus ou moins partout. Merci beaucoup Francis Combe d'avoir été avec nous. Il est publié aux éditions Almanar, et je rappelle que vous dirigez aussi les éditions Le Temps des Cerises. Vous êtes venu avec un joli sac en tissu. Oui, remarqué. Très bonne fin de journée. Merci à vous. Pour réécouter cette émission, on reprend les bonnes habitudes et on les transmet autour de soi. Le site internet de franceculture.fr dispose en haut et à droite d'un onglet podcast. On clique, on dit oui, je le veux. J'arrive plus à parler. Podcast, c'est pas la peine de crier automatiquement tous les jours, et alors normalement ça marche et normalement on est heureux. Quelques programmes et à côté seront désormais lisibles sur Twitter en suivant @palapeine2. Rien n'empêche, partout où vous passez, de laisser des messages, nous les trouverons et y répondrons. Merci à Laurence Courtois des Fictions, aux manettes aujourd'hui Vincent René. Anne-Laure Chanel a réalisé